À travers texte, Albert Camus, le combat continue. Albert Camus n'a pas seulement marqué la littérature d'après-guerre, il en a déplacé les lignes. D'une ambition autant morale qu'esthétique, ses œuvres, de L'étranger à la peste, en passant par L'homme révolté ou alors tout son théâtre, ont fait l'effet d'une secousse dans le paysage littéraire. Mais si Camus a tant compté, c'est qu'il a toujours débordé son rôle. Derrière l'écrivain, il y avait le journaliste, et derrière le journaliste, il y avait l'écrivain. Tout est poreux chez Camus, la vie, l'écriture, et on ne saurait vraiment dire si son activité de journaliste ne s'est pas prolongée au-delà de ces quelques années dans le métier, car si l'on compte, ce ne fut que quelques années. Alors, au commencement, en marge on pourrait dire, ou aux confins de son âme d'écrivain, luisait celle du journaliste, qui brûlait autant par souvenir que par nécessité. Pendant la guerre, Camus s'est lancé dans une aventure journalistique inédite. En donnant sa voix au journal Combat, il l'a doté aussi d'une ligne, unique dans le paysage médiatique français, qui se relevait de l'occupation. L'aventure Combat a été un éclair, et comme tout éclair, il a brillé et il a disparu. Avant la guerre, Albert Camus écrit encore peu, il est jeune. Âgé d'une vingtaine d'années, il poursuit ses études, après qu'un certain Louis Germain, instituteur, lui donne toute sa confiance quelques années plus tôt et le lance à la conquête de la connaissance. Reçu au lycée d'Alger grâce à lui, Camus entre en Hippocagne où il rencontre Jean Grenier, son professeur de philosophie qui l'encourage sur cette voie. Mais l'état de santé de Camus ne lui permet pas de suivre une carrière universitaire. Il obtient tout de même son diplôme d'études supérieures en lettres, présentant un mémoire sur Plotin et Saint-Augustin. Et puis, il se met à écrire. En 1935, il débute L'Envers et l'Endroit, qu'il publie 2 ans plus tard en le dédiant à Jean Grenier. 1935, Camus entre aussi au PC algérien, encore tourné vers l'anticolonialisme et la défense des opprimés. Sous l'égide du Parti communiste algérien, il fonde et dirige le Théâtre du Travail, et il devient secrétaire général de la Maison de la Culture à Alger. Camus proteste contre l'inflexion de la ligne du PC sous l'influence de Moscou, qui délaisse alors l'anticolonialisme. Le PC dénonce même aux autorités des nationalistes algériens. Plus tard, Camus raconte à Jean Grenier en 1951 « Quelques-uns qui avaient échappé aux recherches sont venus me demander si je laissais faire cette infamie sans rien dire. Cet après-midi est gravé en moi. Je me souviens encore que je tremblais alors qu'on me parlait. J'avais honte. J'ai fait ensuite ce qu'il fallait. » Camus est exclu du PC en 1937. Et désormais, la question se pose. Que faire ? Il se tourne vers le journalisme. Il entre en 1938 à l'Alger républicain, quotidien qui entend défendre les valeurs du Front populaire et qui tranche avec les autres journaux algériens liés au pouvoir colonial. Il y sera polyvalent, des chroniques judiciaires aux critiques littéraires, de 1938 à 1939. On dit souvent que c'est à cette période où Camus produit un de ses meilleurs journalismes. On pense à son enquête à l'écho retentissant « Misère en Kabylie », consistant en 11 reportages. Pour celle-ci, il parcourt l'itinéraire de la famine, comme il le dit, pendant 10 jours. Il se rend dans les lieux reculés d'Algérie dont on ne parle jamais. Il va voir les gens oubliés, qui ne font pas de bruit, ceux qu'on n'entend pas. Ces rencontres le marqueront à vie. Par un petit matin, j'ai vu à Tizi Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens le contenu des poubelles, écrit Camus. Il retrace leur histoire, et il révèle l'exploitation et cette misère qui perdure. Il décrit un peuple ignoré, qui vit d'herbe et de racines, un peuple qui subit, sans attirer un regard. Cette enquête en Kabylie, Camus lui restera fidèle, par ses prochaines enquêtes, par ses prochains éditoriaux, à Combat évidemment, mais aussi par tous ses livres,
par toutes les positions qu'il tiendra. Cette enquête sera le socle de son engagement. Toutefois, à cette époque, il faut se rappeler que la censure règne. La publication de l'Alger républicain est soudain suspendue. Camus suit Pascal Piat pour créer avec lui le Soir républicain, qu'il lance en septembre 1939. Après 117 numéros, sur ordre du gouverneur d'Alger, le Soir républicain est interdit en 1940. Camus se retrouve au chômage. Pascal Piat l'emmène à Paris où il lui trouve un poste de secrétaire de rédaction à Paris Soir. En 1943, il devient lecteur chez Gallimard, puis entre dans la Résistance. Au moment du début des grandes œuvres, on pense à Noces, on pense à L'étranger, on pense à La Peste, on le voit, Camus se lie au journalisme. Et pour lui, cette profession, qu'il qualifie de plus belle profession, ne sera jamais qu'un gagne-pain. Elle sera une méthode. D'où ces nombreuses passerelles qu'on perçoit entre son œuvre et ses articles. Les chroniques judiciaires de l'Alger républicain sont dans L'étranger. La série d'éditoriaux, Ni victime ni bourreau, est dans Rambert, le personnage de La Peste. En bref, l'œil aiguisé sur les problèmes de son temps, la fidélité envers ce qu'il a observé. Le journalisme de Camus se doit d'être au niveau que réclame l'importance de ce qu'il traite. L'œuvre de Camus se doit d'être au niveau que réclament tous ceux qui comptent sur lui, au niveau que réclame l'homme en entier. Il ne peut pas en être autrement. D'ailleurs, dans son manifeste pour un journalisme libre dans le Soir républicain, Camus cite les 4 commandements du journaliste libre. Lucidité, refus, ironie, obstination. Et finalement, nous dit-il, un journal libre se mesure autant à ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne dit pas. Ces idées chevillées au corps, Camus entre au mythique Combat en 1943, journal organe de la Résistance. Il en devient rédacteur en chef et éditorialiste de 1944 à 1947. Ce Combat, Camus l'a déjà bien débuté, mais Combat, le journal, incarne cette apparition unique dans la presse française. L'indépendance, la liberté, la justice, la fidélité à tout ce qu'il a vu, à tous ceux qu'il a rencontrés. Voilà comment on peut faire de Combat, comme il le souligne, la voix de la France nouvelle. Aujourd'hui, 21 août, au moment où nous paraissons, la libération de Paris s'achève. Après 50 mois d'occupation, de luttes et de sacrifices, Paris renaît au sentiment de la liberté, malgré les coups de feu qui, soudain, éclatent à un coin de rue. Mais il serait dangereux de recommencer à vivre dans l'illusion que la liberté due à l'individu lui est sans effort ni douleur accordée. La liberté se mérite et se conquiert. C'est par la lutte contre l'envahisseur et les traîtres que les forces françaises de l'intérieur rétablissent chez nous la République, inséparable de la liberté. On sait que la lutte contre les puissances d'argent a constitué longtemps un des thèmes favoris de Pétain et de son équipe. Mais on sait aussi que jamais l'argent n'a plus lourdement pesé sur notre peuple que depuis juillet 1940, c'est-à-dire depuis l'époque où, hissant les traîtres au pouvoir, il a, pour conserver et accroître ses privilèges, délibérément lié ses intérêts à ceux de Hitler. Ce n'est pas par hasard que l'on a vu se succéder dans les conseils des ministres de Vichy les Laval, les Boutillier, les Baudouin, les Pucheux, les Leroy-Ladurie. Ce n'est pas par hasard qu'à la tête des principaux comités dits d'organisation ont été placés des organisateurs, dont, dans la plupart des cas, les rapports avec le prolétariat n'avaient jamais été que des rapports de maître à domestique. Par la lutte que nous poursuivons avec les Alliés contre les armées hitlériennes, tout le territoire français sera bientôt libéré. Les Alliés auront rendu possible notre libération. Mais notre liberté, c'est à nous-mêmes qu'il appartient de l'établir. Le combat continue.
Le texte qu'on vient de lire est issu du tout premier numéro de Combat libéré. Mais avant ce 21 août 1944, le journal Combat est avant tout un journal clandestin. Portant en manchette la phrase de Clémenceau « Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais », Combat s'étend sur tout le territoire. Son but, appeler les Français à la lutte. Même si à ses débuts, Combat n'est pas hostile à Pétain, le journal prend ses distances dans une lettre accusatrice en 1942. « La France entière contre Laval est désormais contre vous, lit-on. Vous l'aurez voulu. » Depuis décembre de cette année, le journal répète, à côté de la phrase de Clémenceau, une formule très unitaire. Un seul chef, De Gaulle, un seul combat pour nos libertés. C'est dans cette clandestinité que Camus commence à collaborer à Combat. C'était une époque intense, une de celles qui changent une vie. Combat n'était pas qu'un journal, et il ne voyait pas ses écrits et ses éditos comme de simples contributions à la littérature journalistique. Voici ce qu'il écrit. « Ma seule ambition est d'avoir pu vous faire imaginer un peu ce que représentait chacun de ces numéros. Il n'y a pas de doute qu'ils nous ont coûté d'abord les meilleurs d'entre nous. Car si nous sommes quelques-uns à avoir survécu à Bollier, c'est seulement que nous avons fait moins que Bollier et que lui a fait tout ce qu'il était convenable de faire à ce moment. » Participer à Combat clandestin, c'était prendre sa part au combat contre l'occupant. C'était s'engager pour continuer à faire vivre la France. Quand vient la fin de l'occupation, une nouvelle question émerge. Quel combat dans la victoire ? Quel journal combat dans la victoire ? Comment faire évoluer un journal qui s'était construit par la clandestinité ? Comment lui donner une nouvelle mission ? Comment faire apparaître à tous un journal qui était fait pour la lutte ? De nombreuses réunions se tiennent pour définir les lignes. Jacqueline Bernard s'en rappelle d'une en juin 1944. On ne savait pas quand paraîtrait le premier numéro, dit-elle. Ce pouvait être l'affaire de 8 jours ou de 8 mois. Camus nous a exposé ses conceptions du journalisme critique. Il fallait un sous-titre. Nous avions lu, je crois, dans Franc-Tireur un article intitulé « De la résistance à la Révolution ». Nous avons estimé que cela ferait un excellent sous-titre. Le numéro 1 de Combat se prépare. Camus se prépare. L'éditorial est laissé au dernier moment. Ce sera Le combat continue et l'article de la résistance à la Révolution. Alors, cette aventure Combat commence, avec cette haute idée de la presse, indépendante, libre des puissances de l'argent, libre de politique donc. Combat sera sans couleur, la croix gaulliste bien marquée dans le C. On pourrait dire que Camus écrit dans ce premier numéro un texte programmatique. Pour lui, nous avons acté notre libération. Il s'agit désormais de regagner nos libertés. La guerre est loin d'être terminée. On le lit dans l'article, il faut créer un État où les puissances d'argent ne dominent plus. Dans les premiers mois d'existence libre de Combat, d'août à décembre 1944, Camus est particulièrement inspiré. D'août à novembre, il écrit 70 éditoriaux. Il est présent quotidiennement au journal. C'est un temps où la résistance connaît une certaine unité. L'espoir est là, celui de voir triompher les grandes valeurs que la France avait perdues. La justice, la liberté. Comme il le dit dans l'édito, la liberté se mérite et se conquiert. Alors Camus se dépense sans compter au journal. Et dans ce premier numéro, on l'a dit, en plus d'un édito, Camus donne au lecteur un article qui laissera sa trace. De la résistance à la Révolution. Voilà de quoi définir un peu plus précisément le rôle de Combat. Pour lancer le journal, la pensée de Camus se résume ainsi. La tâche, comme on l'a dit, n'est pas terminée. La joie de la libération est là, mais elle ne doit pas faire oublier ce qui reste à construire. Camus est déjà tourné vers le travail commun. Et il ne conçoit pas encore qu'un temps plus noir viendra troubler ses projets pour la France dans quelques semaines. Pour lui, les années difficiles de la soumission à l'Allemagne n'ont pas été vaines. Les Français qui y sont entrés par le simple réflexe d'un honneur humilié en sortent avec une science supérieure, qui leur fait mettre désormais au-dessus de tout l'intelligence,
le courage et la vérité du cœur humain, écrit Camus. Et ils savent que ces exigences d'apparence si générales leur créent des obligations quotidiennes sur le plan moral et politique. Dès le tout premier numéro de Combat, Camus lie déjà morale et politique, sujet qui occupera beaucoup de ses pensées. À la fin de cet article de la résistance à la Révolution, Camus intègre deux grandes parties. Ce que nous savons, ce que nous voulons. Dans ce que nous savons, Camus écrit qu'il faut se détacher des principes tout faits et des plans théoriques. Il faut en finir avec l'esprit de médiocrité et les puissances d'argent, conclut-il. Voilà ce qu'il souhaite. Réaliser sans délai une vraie démocratie populaire et ouvrière. Dans cette alliance, la démocratie apportera les principes de liberté et le peuple la foi et le courage sans lesquels la liberté n'est rien. On le voit par ces mots, la France et ses ouvriers sont liés et ils n'avanceront qu'ensemble. Il finit comme ceci: la France sera demain ce que sera sa classe ouvrière. Et puis dans cet article, il y a le ce que nous voulons. Et là, il nous dit une constitution où liberté et la justice retrouvent toute leur importance. Nous voulons une destruction des trusts et des puissances d'argent, la définition d'une politique étrangère basée sur l'honneur et la fidélité à tous nos alliés, sans exception. Avec ces contributions, ce premier jour de combat est marquant. L'implication de Camus est totale, on trouve ses thèmes chers, encore peu approfondis, la liberté, la justice, qui seront le fil rouge de son œuvre. Ce 21 août, les exemplaires disparaissent en 1 heure après avoir été distribués à la criée dans le voisinage. La justice, ce grand thème de Camus qui nous est familier si l'on parcourt son œuvre, naît aussi dans ses positions de journaliste. En octobre 1944, Camus dira dans Combat que l'état vers lequel tendre est un état de conciliation de la justice et de la liberté. La justice est un état social où un individu a toutes ses chances au départ et où la majorité du pays n'est pas entre les mains d'une minorité, explique Camus. Et la liberté, c'est le climat où la personne est respectée dans ce qu'elle est. Pour lui, le résumé est simple. Il faut faire régner la justice sur l'économie et la liberté sur la politique. Au milieu, la démocratie populaire. C'est donc dans Combat que ce duo de valeurs prendra tout son sens pour lui. Liberté et justice. Sa haute idée noble du journalisme de la vie. Libre et tenu par justice. Côté journal, notons que Combat devient tout de suite un des grands quotidiens de la Libération. Avec 185 000 exemplaires en janvier 1945, Combat se classe en 11e position de la presse parisienne. Bien sûr, les gros journaux historiques sont devant. L'Humanité à 300 000, Le Figaro 230 000. Mais Combat dépasse Le Monde, tout juste créé en décembre 1944, qui tire 140 000 exemplaires. On nous excusera de revenir sur le cas de Renaud. C'est que le problème dépasse la personnalité de l'inculpé. Il n'est pas exagéré de dire qu'il engage l'avenir même du pays, dans la mesure où il démontrera si nous sommes sans armes pour détruire la fiction légale dont Vichy a couvert toutes les trahisons. Ce qui caractérise l'époque que nous vivons, ce qui fait son émotion, c'est qu'elle porte la politique de ce pays sur un plan moral, celui du sacrifice et de la responsabilité. Pendant 4 ans, ce n'est pas au nom de la loi écrite que nous avons jugé, c'est au nom de la loi des cœurs. Quant au texte de loi, il ne servait qu'au bourreau. Et pourtant, ceux-là même qui s'étaient mis hors de la légalité savaient bien qu'ils étaient restés dans la vérité. Il y a donc des cas où les deux ne coïncident plus. Et toute la fausse adresse de la grande industrie consiste à s'abriter derrière une loi dont s'est déjà retirée la vérité. Comme toute notre difficile entreprise est de la juger au nom d'une vérité qui n'a pas encore pris forme de loi.
Cette situation est dure parce qu'elle est générale. Elle n'est cependant pas tout à fait neuve. Nous connaissons tous, dans la vie de tous les jours, des délits qui échappent à la loi. Il arrive alors qu'on en appelle à des tribunaux d'honneur. Il faudra donc en appeler à une loi d'honneur qui permette de juger les habiles. Cette proposition peut paraître étrange, mais elle revient seulement à dire que notre pays ne retrouvera sa grandeur qu'à condition de punir comme les plus graves des délits le manquement à l'honneur ou au devoir. Le jour où tous les tribunaux du monde absoudraient Renaud et reconnaîtraient que sa défense est irréprochable au regard du droit, ce jour-là, nous affirmerions encore qu'il relève d'une loi plus haute, claire à la conscience populaire comme à la réflexion la plus spécialisée et qui est impérative. Cette loi, que les industries de guerre ont violée, leur commandait de s'écarter des lois et de comprendre que le temps des responsabilités venait de naître. Un des grands thèmes de Camus, c'est la morale, ou comme il le dit, la loi des cœurs. Comment retrouver sa boussole avec ces années où la population française s'est divisée, entre la collaboration, la résistance, le laisser-faire? Dans ce texte, Camus pose les bases de sa réflexion. On ne peut pas en rester aux lois. Quand le monde avance au-delà et qu'il franchit la ligne, il faut juger sur ce qui reste commun à tous, la morale. Sur ce sujet, une grande dispute va éclater entre Camus et Mauriac. Ce sera un combat pour l'un et Le Figaro pour l'autre. Ces deux seront les supports de cette brouille. Le cœur du problème, l'épuration. Que faire après la guerre? On a dépassé l'époque du consensus que la libération avait déclenché et cet espoir qui régnait. Les hommes retrouvent leur querelle. Pour Camus, il faut une justice de l'épuration. Pour Mauriac, il faut une loi de charité envers ceux qui ont fauté. Allant dans le sens d'un appel au général de Gaulle, Mauriac plaide pour l'indulgence envers ceux qui se seraient simplement trompés pendant la collaboration, alors que pour Camus, il y a des situations où l'erreur n'est qu'un crime, comme il l'écrit. On l'a lu dans le texte. Camus s'attaque d'abord aux grands industriels qui, selon lui, ont manqué à leur service à la France. Pour Camus, chaque privilège comporte ses devoirs. C'en est de même pour l'État. Ceux qui étaient aux responsabilités doivent en être tenus. Avant d'être un serviteur de l'État, dit Camus, ils étaient un serviteur de la France. Il faut donc regarder en face cette administration qui a failli face aux Français. Public, privé, peu importe. On ne peut pas laisser le pays se reconstruire sans justice. Passer l'éponge est une tâche impossible. Car justement, l'éponge noircirait le tableau. Et quand on la laisse, cette tâche, elle s'incruste. Pour s'y attaquer, une seule réponse. La justice au sens de la loi est impuissante, alors il faut réfléchir à autre chose. Car c'est en s'y référant que se défendent les entreprises, c'est en la citant, c'est en l'exploitant qu'ils se dédouanent. Existe-t-il quelque chose d'autre qui nous tient ? Camus est formel. On ne peut pas céder à une épuration barbare. Il reste guidé par son principe de justice. Nous souhaitons une justice prompte et limitée dans le temps, nous dit-il. La répression immédiate des crimes les plus évidents et ensuite, puisqu'on ne peut rien faire sans la médiocrité, l'oubli raisonné des erreurs que tant de Français ont tout de même commises. La morale a trop longtemps été ignorée, nous dit Camus. On ne peut pas remettre l'ordre sans lui attacher une importance capitale. Son principe de justice se définit dans la proportion, comme il le dit, et jamais sa justice des cœurs, sa justice pour préserver l'homme, sera n'importe quelle justice. Ce langage est-il si horrible que le pense Mauriac ? Demande Camus. Certes, ce n'est pas celui de la grâce, c'est le langage d'une génération d'hommes élevés dans le spectacle de l'injustice, étrangère à Dieu, amoureuse de l'homme et résolue à le servir comme un destin si souvent déraisonnable. C'est le langage de cœurs décidés à prendre en charge tous leurs devoirs, à vivre avec la tragédie de leur siècle et à servir la grandeur de l'homme
au milieu d'un monde de sottises et de crimes. Pour ce sujet, l'idéalisme est vain, qu'il soit théorique ou religieux. La chute a été trop raide, trop rapide, trop importante. La situation de misère dans laquelle s'est retrouvée la France a été aussi précipitée par certains Français. Ça ne peut pas être balayé, car dans cette pauvreté, dans cette difficulté, ne restait que l'homme. Et l'homme a parlé. Et même quand ce fut à tort, il doit s'expliquer. La brouille entre Camus et Mauriac devient un feuilleton que suivent les lecteurs des deux journaux. Chacun soutenant son camp, elle marque une première percée de ce qu'on appellera plus tard le temps des intellectuels. Il y a entre Mauriac et nous une sorte de contrat tacite, explique Camus. Nous nous fournissons réciproquement des sujets d'éditoriaux. Dans les textes de combat, Camus explique que Mauriac est un écrivain d'humeur et qu'il n'a pas cherché à raisonner. Mais si l'on va plus loin, on remarque que pour Camus précisément, il y a deux chemins de mort pour le pays à cet instant. Le chemin de haine et le chemin du pardon. La haine dégoûte et le pardon aurait des airs d'injure pour tous ceux qui sont tombés. À ce moment, il est presque certain que Camus repense à son combat clandestin, à ce journal qui a laissé tant de camarades morts dans cette aventure de liberté. Camus admet la grandeur du christianisme, mais on perçoit son athéisme. Le Christ est mort pour certains, dit-il, il n'est pas mort pour nous. Et dans le même temps, nous nous refusons à désespérer pour l'homme. Sans avoir l'ambition déraisonnable de le sauver, nous tenons au moins à le servir. Ce service, Camus le voit dans la justice qu'il faut rendre, même quand elle fut oubliée. Dans Combat, la justice de Camus se bâtit. Ses fondations vont se solidifier, et elles pourront s'exprimer aussi dans toute son œuvre. Mais ces fondations seront aussi via d'autres thèmes chers, notamment son Algérie natale. Il n'y a qu'à lire Actuel 3 qui reprend tous les éditos de Camus sur l'Algérie pour savoir que c'était un de ses grands sujets, et surtout qu'il a participé à sa médiatisation. On se rappelle de Misère en Kabylie pour l'Alger républicain. Les articles de Combat sur l'Algérie en mai 1945 témoignent du même souci d'objectivité que ceux de 1939 et reposent sur une sérieuse enquête de terrain. Combat lance une grande enquête, et Camus part pour l'Algérie, pour un reportage à paraître le 13 mai 1945. Trop vite, on pourrait croire que cette enquête est en réponse aux émeutes de Sétif et de Guelma. Mais pas du tout. Ce n'est pas la première fois que le journal traite de cette partie de la France. Combat s'est intéressé à l'Algérie avant mai 1945. À 2 reprises, peut-être sous l'impulsion de Camus également, le journal a accueilli des articles de fond d'Ahmed Belloul. Le 1er décembre 1944, il a traité de l'opinion musulmane devant la réforme électorale. En ce qui concerne mai 1945, Camus est parti en Algérie quelques semaines avant les émeutes. Il n'en est pas témoin sur place. Le 8 mai, il est sur le chemin du retour ou déjà rentré à Paris. Pour ces événements, des incidents opposent les partisans de Messali Hadj à la police dès le 1er mai 1945. Le 8 mai, les manifestations nationalistes éclatent dans 11 villes d'Algérie après la capitulation de l'Allemagne. Et ensuite, des nouvelles émeutes suite à la répression. Camus pense d'abord qu'il faut éviter de présenter la situation sous un angle tragique, car sinon, on conviendrait d'une grande répression tout comme il faut éviter l'aveuglement sur la situation sérieuse. Et de toute manière, Camus est venu en Algérie pour traiter de bien plus large. Les émeutes ne sont qu'une poussée d'un problème plus vaste. Ces 3 semaines où Camus est parti, de mi-avril jusqu'au 8 mai en Algérie, il a parcouru 2500 km pour voir les grandes villes, les coins reculés, pour voir l'entièreté de ce qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années. Il réactualise sa misère de Kabylie, il réactualise son passé, la pauvreté qu'il a connue enfant. Dans ce reportage, Camus ne prétend pas donner des leçons. Cette enquête n'est rien de plus qu'une enquête, comme il l'affirme. Mais peut-on seulement le croire ? Si elle peut quand même aiguiller ceux qui font la politique. Loin de tout pittoresque comme de tout préjugé racial,
Camus s'efforce de donner les raisons économiques et politiques qui expliquent la révolte de ceux qu'il appelle le peuple arabe. Sur le plan politique, il prend position. Le peuple arabe existe, nous dit-il. Il n'est pas cette foule anonyme, misérable, où l'occidental ne voit rien à respecter ni à défendre. Il s'agit au contraire d'un peuple de grande tradition. Ce peuple n'est pas inférieur, sinon par la condition de vie où il se trouve, et nous avons des leçons à prendre chez lui dans la mesure même où il peut en prendre chez nous. Pas de condescendance pour Camus, pas de hauteur à avoir face à un peuple qui demande le respect. On lit ses positions qu'il gardera toute sa vie, durant la totalité des événements d'Algérie. Une Algérie française, mais un peuple algérien respecté et représenté. Pour arriver à cela, il faut considérer le problème économique. Des hommes souffrent de faim et demandent la justice, écrit Camus. De façon prémonitoire, Camus envisage les lourdes conséquences d'une répression aveugle. Il s'efforce de montrer la complexité du problème, alors que l'ensemble de la presse en simplifie singulièrement les données. Dans un autre article de Combat, intitulé « C'est la justice qui sauvera l'Algérie de la haine », Camus détaille sa vision. En Algérie, selon lui, la politique d'assimilation et d'accession à la nationalité n'est pas allée jusqu'au bout. Elle a manqué à faire des Algériens qui le souhaitaient des Français. Dans tout son traitement de la question algérienne, Camus est comme Combat, Combat est comme Camus. Précis, explicatif, détaillé. Il ne juge pas. Les autres organes de presse sont moins nuancés, mais l'œil de Camus est si fin. Tous ses articles en appellent à la démocratie, à la vérité. Ah, comme il la qualifie, la force infinie de la justice. Mais il n'envisage pas l'indépendance de l'Algérie. Il croit davantage à la pérennité d'une Algérie française fondée sur le maintien d'un ordre juste. En juin 1946, Combat publiera une interview de Ferhat Abbas, où celui-ci évoquera les articles honnêtes et justes, nous dit-il, publiés l'année dernière par Camus. Et il affirmera « Ces articles ont été les seuls, à cette époque, dans la presse française, à exprimer la vérité. » J'ai lu Combat avec des sentiments mêlés, mais jamais avec celui de la satisfaction. Et il me semble bien que le lecteur n'a pu voir dans vos positions successives que contradictions et incohérences. On ne peut pas, après avoir publié 3 éditoriaux d'un antiparlementarisme acerbe et évident, demander gravement au lecteur de ne pas tomber dans l'antiparlementarisme. On ne peut pas, après 3 commentaires d'un anticommunisme sans nuance, réclamer d'autre part le pouvoir pour les communistes, à moins de laisser prise aux pires interprétations. Je sais bien à quel repentir, fort honorable, obéissent ces variations. Mais le lecteur, lui, ne le sait pas. Et je crois pouvoir dire que probablement, dans la crise actuelle, Combat n'a pas fait de bien au pays. Le peu d'énergie que pouvait avoir l'édito que je t'ai envoyé a été noyé dans des corrections lénifiantes et confuses. Je suis pourtant persuadé que la tâche de Combat aurait été de proposer dès le début une solution pratique et de ne proposer qu'elle pendant toute la crise. Tant d'hésitation, au contraire, enlève du sérieux au journal dans son ensemble. Cela m'amène à te dire ceci, dont je voudrais que tu le prennes avec ton amitié. Parmi les raisons que j'ai eues de quitter le journal, la première était certainement le dégoût qui m'était venu de toutes les formes d'expression publique. J'avais envie de me taire. Or, en acceptant de rester parmi vous nominalement, j'en suis arrivé par camaraderie au résultat contraire. Pratiquement, je parle tous les jours, mais je ne parle pas avec ma voix, je dis tous les jours des choses que 2 jours sur 5 je n'approuve pas. C'est pourquoi, y ayant bien réfléchi, je voudrais te demander la permission de me retirer tout à fait du journal. Plus tard, si tu le désires toujours et si je m'en sens capable, il sera toujours possible que je donne des articles signés.
Mais d'ici là, laissez-moi me retirer et ne doute pas de ma vieille et fidèle affection. Ce texte est tiré d'une lettre de Camus à Pascal Piat, le 19 novembre 1945. On y lit l'amertume, on y lit la déception. Combat devient confus, Camus ne s'y retrouve plus. Il a quitté le journal. Par la dispersion des idées, son cap n'est plus maintenu. Mais aussi parce que la vie publique l'use. Qu'aurait dit Camus? Qu'aurait-il répondu? Qu'aurait-il ajouté? D'ailleurs, leçon pour nous. Laissons-le tranquille, il est épuisé. J'avais envie de me taire, nous a-t-il dit. En septembre 1945, Camus cesse sa collaboration régulière en tant qu'éditorialiste. Parlementarisme, antiparlementarisme, anticommunisme, puis pouvoir aux communistes. Les contradictions se sont trop multipliées. Camus veut aussi se consacrer davantage à son œuvre. Il reprend ses fonctions de lecteur chez Gallimard, où il dirigera bientôt la collection Espoir. Au mois d'octobre 1945, il fait toujours partie du comité de direction du journal avec Pascal Piat, Marcel Gimond, Albert Olivier. Mais c'est Philippe Diollet qui devient rédacteur en chef. Après son départ, en 1946, le journal se réorganise et change sa politique éditoriale. Camus n'est pas directement concerné par ce changement. Du 10 mars au 21 juin, il effectue un long voyage aux États-Unis, où il prononce quelques conférences, mais d'où il n'enverra rien au journal. En 1946, il participe à Combat une seule fois, une seule série d'articles, mais une série absolument primordiale. Ni victime ni bourreau. Il exprime sa défiance des idéologies et dessine les contours de ce que pourrait être un monde pacifié, renvoyant dos à dos les totalitarismes. Toutefois, le climat politique et social en France n'est plus celui des illusions unitaires qui régnaient aux premiers mois de la Libération. Les partis ont repris leur lutte rivale, les intérêts particuliers. Exacerbés par les difficultés matérielles toujours pesantes, sont revenus à leur place habituelle devant l'intérêt général. Ce climat influe sur le journal, où les problèmes financiers sont rendus plus aigus encore par la longue grève des ouvriers du livre en février, où les dissensions internes sont de plus en plus vives et où les positions deviennent inconciliables. Pascal Piat quitte le journal. Il y a une polémique entre Albert Olivier et Camus. François Bruel, Jean Chauveau quittent aussi le journal. C'est la fin d'un combat extraordinaire qui aura duré 3 ans. Lorsque le nom de Camus ou sa signature apparaîtront l'année suivante dans le combat de Claude Bourdet et Henri Smadja, ce sera à titre extérieur, si l'on peut dire. En 1948, ce ne sera pas le journaliste ni l'ancien rédacteur en chef qui s'exprimera, mais l'écrivain. Une large place sera faite aux interventions publiques de Camus. Le 9 décembre, Combat publie le texte d'une allocution prononcée lors d'un meeting à Quoi sert l'ONU, puis les 25-26 décembre, réponse à l'incrédule, adressée à François Mauriac. Ou bien ce sera l'écrivain dramaturge, ce sera lui qui sera accueilli. Les colonnes de combat s'ouvriront à lui pour défendre, face à Gabriel Marcel, le fait d'avoir situé l'état de siège en Espagne. On peut enfin relever une dernière intervention de Camus dans Combat, le 14 mars 1949, où il co-signe avec René Char un bref texte pour défendre des tirailleurs algériens condamnés à mort pour désertion devant l'ennemi 9 ans plus tôt. De l'aventure de Combat, Albert Camus gardera une grande amertume et une grande nostalgie. Il aura publié en tout 165 textes, 138 éditos. Il écrit en juin 1947 à Marguerite d'Aubraine « Ici, c'est la vraie campagne. Bois, prairies, champs de fleurs. Je récupère. J'en avais besoin. Et le prix des critiques ne me console pas de l'histoire Combat qui ne m'a laissé que déception. C'est qu'il n'y a pas de commune mesure. » Puis il écrit à Touratier en août 1948 «
Je suis bien loin de Paris et de Combat que j'ai quitté le cœur serré, il y a plus d'1 an maintenant. C'est pourquoi cet anniversaire ne s'est pas passé sans mélancolie. J'ai relu, moi aussi, ce premier éditorial non sans tristesse, vous pouvez m'en croire. La formule journalistique trouvée par Camus pour Combat, c'est-à-dire une hauteur de vue, une indépendance, a toujours été saluée. Même The Manchester Guardian en 1947 regrette la disparition d'un journal dont la ligne politique était si désintéressée et la teneur intellectuelle si haute. Raymond Aron disait « Les éditoriaux d'Albert Camus jouissaient d'un prestige singulier. Un véritable écrivain commentait les événements du jour. » Jean Daniel, quant à lui, estime que Combat fut l'un des journaux les mieux écrits de la presse française depuis qu'elle existe. Avec le sens de la formule, le trait percutant, il rappelle que Camus disait souvent, pour un éditorial, 1 idée, 2 exemples, 3 feuillets. Et pour un reportage, des faits, de la couleur, des rapprochements. Camus ne se détournera jamais vraiment du journalisme, car il lui inspira une méthode. Et puis il faut noter que Camus reviendra à lui, en 1955-1956, à l'Express, pour soutenir le retour au pouvoir de Mendès France, dont il espérait qu'il saurait régler la question algérienne. La justice, la liberté, Camus ne saupoudrait pas ses œuvres de ces notions. Elles étaient tellement infusées du sens pour lui, l'enfant de Mondovì, qu'il ne pouvait pas les trahir. Le journalisme a été une façon de les polir, et Combat a été une plateforme où les exposer. C'était À travers texte par Thomas Dutrier.